Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de syndrome de fatigue chronique, d'épuisement, et notamment d'épuisement des surrénales, des glandes surrénales, avec ou sans symptômes de dérèglement thyroïdien. Donc les glandes surrénales sont beaucoup mises à l'épreuve en ce moment avec nos modes de vie, avec les exigences en fait de la vie actuelle où on doit être un peu sur tous les fronts. Tout va très vite. Il y a une exigence. Alors, dans toutes les époques, il y a eu des exigences, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que la particularité, c'est que vraiment, c'est la rapidité et il faut être quelque part, on a une exigence intérieure, implicite, qui nous invite à être sur tous les fronts, quoi, sur tous les fronts. On n'est plus cantonné à un petit domaine que l'on maîtrise. Il faut être un peu sur tous les fronts. Alors j'exagère un peu, mais en gros, on peut le résumer de cette manière. Et on en oublie en fait de revenir dans le présent. Alors quelque part, il y a du positif dans tout ça, hein. On s'ennuie plus. On se pose une question, on a la réponse tout de suite. Donc je suis pas ici pour faire comment dire, le procès de l'époque actuelle. De toute façon, c'est ce qu'on a à vivre puisqu'on est venu s'incarner ici et maintenant. Donc d'un certain point de vue, tout est juste. Mais bon, c'est pas parce que tout est juste, que tout est parfait, parce que ça doit se passer comme ça que il faut pas se poser certaines questions et se positionner aussi. Donc la fatigue chronique, elle a plein de raisons, elle a plein d'origines. Moi, je vais vous parler du docteur Lam qui a mis en évidence le syndrome donc d'épuisement des surrénales, des glandes surrénales, puisque la médecine allopathique conventionnelle n'a pas vraiment de solution et n'a pas vraiment pris conscience, on va dire, ou ne tient pas compte en fait de cette glande ou de sa fatigue. On n'a pas d'outils dans la médecine conventionnelle pour remettre en forme, en état les glandes surrénales quand elles sont épuisées. Or, moi je parle beaucoup de la thyroïde, donc la base de tout problème thyroïdien à la base, c'est un épuisement des surrénales. Donc le docteur Lam, qui travaille donc dans une clinique qu'il a créée en Californie, et qui est donc une médecine qui travaille donc à base d'une médecine intégrative, une médecine holistique. Holistique, ça veut dire que elle se ferme pas à une seule méthode, elle ne rejette pas des méthodes, d'accord, qu'elles soient chimiques, naturelles. C'est juste trouver la bonne méthode et l'objectif, c'est pas d'utiliser forcément telle ou telle méthode, c'est de soigner la personne, quelle que soit la méthode. Donc, en fonction de l'état de la personne, on va choisir la méthode adaptée. Donc, évidemment, donc médecine holistique, fonctionnelle, on peut dire aussi, puisque c'est objectif en fait. Comment fonctionne le corps, de quoi il a besoin pour bien fonctionner, d'où vient le problème et comment on trouve les solutions. Donc, évidemment, on va utiliser l'alimentation comme premier médicament, comme disait Hippocrate, hein, que ton alimentation soit ton premier médicament. Manger, on mange tous les jours, hein. On ne peut pas vraiment y échapper, ça fait partie de nos besoins primaires. Et la manière dont on va se nourrir, eh bien, elle va déterminer, c'est un peu comme si on venait appuyer sur des boutons, sur toutes nos fragilités quand on mange pas bien, et puis sur toutes nos réserves d'énergie qu'on va déployer quand on mange bien, entre guillemets. J'aime pas dire bien, pas bien, mais on va simplifier les choses comme ça. En tout cas, adapté à nos besoins. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner sans faire attention à notre alimentation. Donc, tout ce qui fait partie en ce moment des nouvelles médecines, où on a découvert le rôle de notre microbiote, tout ce qui se sait aussi maintenant sur le système immunitaire, sur voilà, la santé globale.
les problèmes de dérèglements hormonaux, au niveau des neurotransmetteurs, tout ce qui a rapport avec la fatigue, le stress, tout ça. En fait, on ne peut pas faire l'impasse de l'alimentation pour traiter tous ces problèmes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on va mettre du plâtre, on va cacher, mais le problème, il n'est pas réglé, il va réapparaître d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, quelque part, malbouffe et santé, ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, que la médecine actuelle, elle n'a pas de solution pour régénérer les surrénales, parce que, en fait, ça passe forcément par remettre en question ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on met dans notre assiette aussi émotionnelle tous les jours. À partir de quelle énergie est-ce que je fais les choses dans mon quotidien, dans ma vie? Donc, remettre du sens. On ne peut pas faire l'impasse de ça pour rétablir l'équilibre de nos surrénales, mais de la thyroïde aussi. Donc, notre système endocrinien, il interroge beaucoup le sens. Il interroge beaucoup le d'où ça vient et de quelle dynamique, à partir de quelle dynamique je crée ma vie, je mets de l'énergie dans ce que je fais chaque jour. Je ne peux pas faire l'impasse de ça. Sinon, le problème, il revient toujours. Il est toujours sous-jacent. Donc, le docteur Lam, qui s'appelle donc Michael Lam, a mis en exergue donc le Ovarian Adrenal Thyroid Hormone Axis. Donc, l'axe du syndrome donc du lien entre thyroïde, les ovaires, les glandes surrénales. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu à leur fonctionnement, elles fonctionnent ensemble. L'une ne fonctionne pas sans l'autre. Et donc, il a écrit un livre, je vous invite, si ça vous intéresse, à commander, qui s'appelle donc Adrenal Fatigue Syndrome, le syndrome de la fatigue surrénalienne. On commence aussi à en parler en France, donc on a des représentants de la médecine holistique, fonctionnelle, intégrative aussi en France, avec par exemple le docteur Stéphane Résimond, ou un autre monsieur qui s'appelle Norbert Kurland, qu'on retrouve un petit peu ses écrits sur le site clédesanté.com. Voilà. Donc tout ça est très intéressant parce que ce sont des clés que on ne nous donne pas forcément quand on va voir le médecin, qu'on lui dit voilà, je souffre de fatigue chronique. On fait toutes les analyses. Parfois en fait les analyses sont bonnes, on ne sait pas trop d'où ça vient parce qu'on n'analyse pas tout. Donc le docteur Lam, lui, il propose d'analyser aussi notre taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est une des hormones que sécrètent les surrénales, les glandes surrénales. Et donc c'est l'hormone du stress, mais pas que. D'accord? C'est vraiment l'hormone qui nous aide à être en forme, à nous maintenir en éveil la journée. Et puis également, c'est l'hormone qui nous aide à nous adapter au stress de la vie. Donc en fait, cette hormone, quand on n'en a plus, ben, on est vraiment très très mal. Et ça donne lieu à de l'hypothyroïdie. Et souvent, juste avant de ne plus avoir de cortisol, eh bien, on en a eu beaucoup trop. Donc, les surrénales, elles ont produit beaucoup trop. Et à un moment donné, elles sont complètement déréglées. Elles continuent à produire alors qu'il n'y a plus d'événements stressants. En tout cas, elles continuent, elle est toujours sur un mode de surexcitation. Et donc, et au bout d'un moment, elle ne sait plus produire. Elle a tellement produit qu'elle ne sait plus produire. Et là, en fait, on n'a plus de jus. Et quand on n'a plus de jus, ça peut mettre parfois 1 an et demi, 2 ans à se remettre en place. Et plus on va avoir les bons outils, et plus ça va fonctionner. Alors, avant de parler des solutions, parce que des solutions, quelque part, on les connaît, les solutions. Je vais vous donner des clés. Oui, il y a telle huile essentielle, il y a telle cure de plantes qui va nous aider, etc. Mais si on ne fait pas le travail de fond sur nos croyances, sur notre manière d'aborder comment je fais mes courses, quel consommateur je suis, comment est-ce que j'organise mes journées, est-ce que j'arrive un peu à m'écouter avant d'être en burn-out.
puisque avant l'étape du burn-out, il y a d'autres étapes. Et en fait, il faut qu'on apprenne à repérer les signaux avant le burn-out. Donc avant le burn-out, il y a ce qu'on appelle le burn-in. Donc ça brûle à l'intérieur, dérèglement de toutes les hormones, de tous les neurotransmetteurs, du stress, etc. Comme je vous ai déjà un petit peu expliqué dans ma vidéo précédente. Et en fait, tout ça, on l'apprend en fait, ça s'apprend à se repérer et donc à avoir les bons réflexes avant que ça devienne problématique et avant que ça mette peut-être des années à se remettre et à ce que ça demande vraiment parfois une période un peu de grande discipline, de grande rigueur dans notre hygiène de vie et puis aussi de limitation dans nos activités parce que on ne peut plus. D'accord? Donc pour ne pas en arriver là, bien que ce soit une expérience de vie aussi, et pour moi, toutes les expériences de vie, quelque part, elles nous transcendent, elles nous font transcender des choses, elles nous transforment. Et au final, c'est toujours, quand on en ressort et qu'on a appris tout ce qu'il fallait apprendre pour ne plus le revivre, au final, on est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, c'est très bien. Enfin, une fois, c'est bien. On va peut-être pas. Et puis, quand on a compris comment ça fonctionnait, peut-être éviter quand même de retomber dans ces schémas-là. Donc, les solutions, quelque part, on les connaît. On sait que, ben voilà, il faut faire un peu de yoga, un peu de respiration, telle ou telle plante, revoir un petit peu ma charge mentale, comment je m'organise tous les jours, etc., etc. Mais pour comprendre aussi que votre corps, vous en êtes responsable, vous êtes la seule personne, en fait, à être responsable de l'état de votre corps, il faut comprendre, je pense, un petit peu le statut de consommateur en termes de médicaments, en termes de soins médicaux qu'on est devenu. Et c'est important parce qu'en fait, c'est pas notre état naturel. Et les hôpitaux, la médecine allopathique, elle peut soigner plein de choses. Tout ce qui est... quand on est en urgence, en situation de vie ou de mort, voilà, quand il faut faire une opération, quand il faut... voilà, quand il y a un virus qui est vraiment très très fort, donc la médecine allopathique, elle est là pour ça. Et heureusement, quand il faut intervenir, quand un accouchement se passe mal, euh, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment, c'est énorme. Je suis pas du tout en train de dire la médecine conventionnelle poubelle, c'est pas ça du tout. Mais il y a des choses pour lesquelles, en fait, c'est pas cette médecine-là de trouver les solutions. Donc, trouver les solutions, ça va vouloir dire se remettre en question. Donc, ce qu'il faut savoir, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de la médecine actuelle parce que c'est très éclairant. Moi, depuis que j'ai compris ça, en fait, j'ai compris que quelque part, dans toute cette histoire-là, nous avions perdu notre responsabilité face à notre santé et que quelque part, il devient urgent de la récupérer. Vraiment, on ne peut pas être des assistés de la santé. Ça ne marche pas. Donc, tout commence donc avec le début de l'ère industrielle. Puisque avant, eh bien, voilà, les humains se soignaient avec des plantes, avec des moyens naturels. Ils avaient donc un grand savoir-faire pour beaucoup de choses. Il y avait, dans certains milieux en tout cas, une grande conscience justement, de comment je me vis quotidiennement, comment je peux me soigner, etc. Mon alimentation. Et même dans les milieux où il n'y avait pas forcément la conscience et l'instruction, eh bien, c'est vrai qu'il n'y avait pas tous ces produits chimiques qui nous mettent dans un état de santé très, très, très mauvais, en fait, hein. Donc, il y avait d'autres problèmes avant. Il y avait un manque de conscience au niveau de l'hygiène. Il y avait aussi peut-être le froid. Il y avait, enfin voilà, après, tout dépend des milieux. C'est comme actuellement, toutes les réalités coexistent, cohabitent. Mais de manière générale, on ne pouvait pas changer un organe. Quand un virus était trop fort, la personne mourait. Il y avait énormément de mortalité d'enfants en bas âge. Donc, si c'était le cas, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, après,
on remet en question en ce moment un petit peu notre regard sur l'histoire, sur comment se vivait la santé, comment se vivait... voilà, finalement, les techniques qu'il y avait avant, on se rend compte que elles n'étaient pas aussi pauvres que ce qu'on imagine. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas du tout ma spécialité à moi. Je me suis pas assez intéressée au sujet. Mais simplement, l'argument de dire avant c'était horrible, maintenant on a de la chance, pour moi il ne fonctionne pas, c'est pas possible. Euh, voilà, je pense qu'il y a eu des bons côtés, des mauvais côtés à chaque période. Et en effet, si on a la possibilité aujourd'hui de faire durer la vie plus longtemps, c'est super. Encore faut-il ne pas aller vers la fin de la vie en se disant c'est pas grave, de toute façon, le chirurgien il pourra me réparer. C'est pas, enfin, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu arrivé là en ce moment. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme si, ah ben oui, je fais confiance, de toute façon, j'ai pas à faire ma part du travail pour ma santé, puisque la médecine pourra me sauver. Ben non. Donc, ramener de la conscience, c'est vraiment essentiel. Donc, aujourd'hui, enfin, en tout cas, début de l'ère industrielle, donc 19e siècle, on commence à découvrir différentes technologies, on a pu reproduire des molécules chimiques à partir de modèles de la nature, donc notamment la molécule de l'aspirine qu'on trouve dans le saule, dans la reine des prés aussi. Donc, on a réussi à la reproduire pour s'en servir comme antidouleur de manière synthétique. Donc, ben, tout ça, c'est des progrès. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin forcément de trouver cette plante. On peut la reproduire autrement. Euh, et puis, du coup, on peut aussi produire des molécules qui sont peut-être plus puissantes, qui sont peut-être plus concentrées. La plante, sa teneur en vitamines, en nutriments, etc., elle dépend beaucoup de la qualité du terrain et de l'endroit de la planète sur lequel on est. Et finalement, le fait de pouvoir reproduire de manière synthétique des molécules, eh bien, ça permet aussi de pouvoir en avoir potentiellement sans limite. Donc, potentiellement, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. On a inventé les antibiotiques, on a inventé les vaccins, vaccin qui est donc venu à bout de certaines épidémies qui étaient vraiment dévastatrices. Bon, donc tout ça, c'est quand même très positif. Et à côté de ça, continuer pendant très longtemps à cohabiter les herboristes. Donc, c'était des boutiques qui étaient tenues par des herboristes, donc qui étaient spécialistes des plantes et qui détenaient donc un savoir-faire, qui étaient capables donc de conseiller les gens, de faire des préparations très précises parce que la naturopathie, enfin les préparations, enfin la phytothérapie, etc. C'est extrêmement précis. C'est tout un savoir-faire donc, qui avant se transmettait de génération en génération. Et puis, à un moment donné, on a voulu formaliser les choses, que ce soit à tous les niveaux, en fait, hein, au niveau de la médecine, mais pas que. Et donc, il a fallu avoir un diplôme pour tout. Donc, bon, on a créé un diplôme d'herboristerie. On a commencé à vouloir légiférer sur quelles étaient les plantes qui étaient autorisées ou pas à être vendues dans les herboristeries. Et puis, mais les herboristeries continuaient à être autorisées. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc, et en 1941, le maréchal Pétain a interdit en fait les formations d'herboristes. Ça a été le cas aussi en Allemagne, par exemple, où les formations d'herboristes ont été interdites pendant un temps par les nazis. Mais en Allemagne, elles ont été réautorisées par la suite, alors qu'en France, non. Depuis cette époque, donc, beaucoup de plantes thérapeutiques ont été interdites à la vente sous forme de plantes thérapeutiques avec un discours sur qu'est-ce que cette plante peut soigner en France.
Donc, en 1979, on a réduit les plantes thérapeutiques autorisées en France au nombre de 34. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par rapport à toutes les plantes qui existent, qui pourraient nous soigner, 34. En 2008, une loi est passée donc à réautoriser un certain nombre de plantes et donc on est revenu à 180 plantes thérapeutiques autorisées à la vente en France, à la vente avec le discours cette plante voilà, est bonne pour la digestion, avec des prétentions thérapeutiques. Je ne parle pas des plantes qu'on peut mettre dans son jardin. Donc 180 en 2008, donc a priori on en est toujours là actuellement. À savoir qu'en Allemagne actuellement, on a à peu près 300 plantes thérapeutiques qui sont autorisées à la vente. Et alors j'ai pas de source précise, mais il me semble qu'en Suisse, en Angleterre, c'est la même chose. Et il me semble aussi que dans les pays Espagne, Portugal, la législation par rapport à la naturopathie est beaucoup plus libre aussi qu'en France. Le naturopathe est beaucoup plus reconnu, la formation de naturopathie est reconnue. Donc tout ça à vérifier par rapport à ces pays-là. En tout cas, je sais qu'en Allemagne, 300 plantes, en France 180. Et en 1979, on était passé à 34. Donc ça, c'est hyper important dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire que si on n'a plus les plantes qui peuvent soigner les surrénales ou les petits bobos du quotidien, ces bobos-là, ils deviennent énormes. Et du coup, on est obligé de les traiter avec de la chimie ou bien de rester avec un handicap à vie parce que quand les surrénales, elles sont vraiment à plat à un moment donné, si on n'a pas les bons outils ou si on allait trop loin dans leur épuisement, ça peut aussi être sans retour. Le système hormonal, à un moment donné, s'il ne fonctionne plus, c'est quand même celui qui nous permet de nous adapter à la température, au stress, etc. On ne peut pas vivre sans stress. On ne peut pas vivre sans avoir à s'adapter à une température plus ou moins élevée ou plus ou moins basse. C'est pas possible en fait. Et puis, on a besoin d'avoir de l'énergie, sinon la vie n'a plus beaucoup de sens en fait, si on n'a pas un minimum d'énergie. Donc, voilà, moi je voulais vraiment parler de cette histoire-là parce que ça me semble vraiment essentiel. Donc aujourd'hui, quand on va voir un naturopathe en France, il faut savoir que la naturopathie, ça n'est pas reconnu en France. Alors avec ce que ça peut avoir de justifié ou pas, mais du coup, ça n'encourage pas non plus la sphère naturopathique, je vais dire, à cohabiter avec la sphère médecine conventionnelle, alors que pour moi, et dans certains pays, c'est une évidence. C'est une évidence que l'un ne va pas sans l'autre. Si on a accès à des super, des pratiques très puissantes, euh, mais quand on parle de pratiques très puissantes, en fait, pour moi, c'est pas le propos. Souvent, on dit, ah ouais, mais de toute façon, c'est des plantes, donc tu peux en prendre encore. Vas-y, prends-en encore, c'est que des plantes. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on discrédite l'effet des plantes. On dit oui, non, mais attends, tu comprends pas, moi j'ai un vrai problème. Toi, tu es en train de me proposer des plantes. Mais en fait, tu es en train de me dire qu'en fait, j'ai pas de problème. T'as pas compris que j'avais un problème. Tu prends pas au sérieux mon problème. T'as pas envie que je m'en sorte, en fait. C'est pas ça. C'est que pour certains problèmes de santé, les pratiques naturelles sont plus puissantes, plus efficaces, plus adaptées, plus rapides que certaines solutions chimiques ou autres, ou conventionnelles. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment donné, je m'étais blessée à l'épaule. Et alors, personne n'arrivait à me trouver de solution. Mon médecin m'avait proposé des infiltrations. Ça faisait 3 mois que j'avais mal. Voilà. Alors, dès le départ, on m'a dit continuez à bouger. Moi, j'ai continué à bouger. Et les douleurs étaient de plus en plus fortes. Et donc, en fait, je veux dire, de toute façon, les antidouleurs, dans ces cas-là, ça ne va pas réparer l'épaule. Moi, j'avais compris que j'avais une inflammation, mais personne n'a trouvé de solution pour calmer l'inflammation.
Et par hasard, j'ai mes petites voisines qui me disent, tiens, si tu veux, nous, on a une dame qui pratique les ventouses, la ventousothérapie, ou le cupping, on peut l'appeler de manière différente. Si tu veux, elle peut venir te voir. Et donc, cette dame est venue me voir. Elle m'a mis les ventouses autour de mon épaule. Elle m'a enlevé du sang, donc parce que les ventouses, elles aspirent le sang. Elle m'a dit, tu vois, ça, c'est ton sang, il est tout noir. C'est toutes les toxines de l'inflammation, on vient de les enlever. Ok. Eh ben, en fait, ma douleur qui était là, elle est descendue là, et même en dessous, là, dès le lendemain, en fait. Et c'était juste ça, quoi. C'était juste ça. C'était juste enlever l'inflammation. Et ça, le cupping, le travail avec les ventouses, on les utilise en Chine depuis des millénaires. On l'utilise dans les pays du Maghreb. Ils appellent ça Ijma. On l'utilise dans quel pays encore? Ben, dans les pays de l'Est, je sais qu'ils l'utilisent aussi beaucoup. Voilà, mais ici, on nous dit attention, les ventouses, c'est dangereux parce que comme on prend du sang, ben voilà, il faut qu'elle soit bien nettoyée, sinon on peut se transmettre des maladies, c'est sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas dans une vraie formation le savoir-faire avec les ventouses où on nettoie les ventouses pour ne pas transmettre de maladies? Et moi, cette dame, elle m'a quand même expliqué que elle était infirmière par ailleurs et que elle suivait des personnes depuis très longtemps qui avaient des problèmes de plus en plus handicapants, notamment articulaires, des gens qui ne pouvaient plus faire usage d'un de leurs membres. Et en fait, en suivant le protocole des médecins, elle n'avait aucun résultat. Et puis à un moment donné, elle leur a proposé les ventouses, ben voilà, sur prix libre, quoi, sur son temps libre aussi. Et puis d'un coup, les gens se sont remis à pouvoir utiliser leurs jambes, leurs bras, le membre qui ne pouvait plus bouger. Donc en fait, quand on parle de thérapie, de méthodes puissantes, en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que c'est naturel, c'est moins puissant, parce que c'est conventionnel, c'est plus puissant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt la méthode adaptée. Et c'est ça, en fait, que nous propose la médecine intégrative, ou fonctionnelle, ou holistique. Ça veut dire, c'est global. Et on ne se demande pas quelle médecine ou quel soin j'ai envie de promouvoir. On se demande quels sont les symptômes, quels sont les besoins, quelle est la solution adaptée pour ce problème. Donc en fait, je pense qu'on commence à guérir déjà quand on a fait tomber toutes nos croyances erronées sur la notion d'efficacité d'un traitement, la notion de waouh, c'est ça, c'est puissant, ça c'est efficace. Moi, je connais quelqu'un qui avait perdu le sommeil, qui faisait des cauchemars tous les soirs. Voilà, donc aucun traitement allopathique n'a trouvé de solution à son problème. Et cette personne, régulièrement, elle allait faire des cures ayurvédiques de 15 jours en Inde. Et elle me disait que c'était la seule chose qui lui permettait de récupérer un sommeil récupérateur sans avoir tous ces cauchemars. Voilà, donc la culture indienne, c'est aussi... alors nous, on en avait une aussi ici avant, hein. Après, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu tout un tas de croyances qui nous ont coupé de tout ça. Ça ne veut pas dire que tout est à récupérer en l'état, parce que nos problèmes actuels ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc, et puis, encore une fois, on a la possibilité d'intégrer la science, le regard scientifique avec les méthodes naturelles. Donc, c'est génial, c'est formidable. Mais le problème, c'est qu'on découpe les choses, et puis on a des croyances limitantes. En fait, si on continue à croire comme ça, on ne peut pas trouver de solution à nos problèmes. Donc, on tombe dans des addictions. Et puis, on va croire que boire du café, ça va nous redonner de l'énergie. Alors oui, sur le coup, mais en fait, l'énergie qui nous est donnée ou sa force, le café c'est naturel, c'est pas le souci.
mais c'est une énergie qui force, qui va épuiser nos surrénales. Donc en fait, ça va surstimuler le cortisol, production de cortisol, ou adrénaline, cortisol, et ensuite on va avoir encore une chute, et à force de forcer, de forcer, de forcer, on est en épuisement. Et en fait, moi, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo en reparlant de tout ça, parce qu'on peut donner tous les conseils, toutes les solutions. Tiens, prends telle plante, fais tel truc, machin. Si on ne revient pas à l'origine, à la base, notre fonctionnement au quotidien, et puis se recentrer, parce que parfois on met beaucoup d'énergie pour des choses en fait qui nous conviennent pas, ou on les fait parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on veut faire plaisir à des gens, parce que on se dit ah oui, une fois que j'aurai atteint cet objectif, voilà, je serai important, ma confiance en moi sera plus grande. Alors c'est vrai, on a besoin de se lancer des défis dans la vie, d'avoir des objectifs, de passer d'un point A à un point B, de s'améliorer en tant qu'humain, d'acquérir des savoir-faire. Les défis de la vie sont importants. Mais quand ils viennent pas du cœur, de nos tripes, de notre âme, en fait, on s'épuise. Et j'écoutais encore il n'y a pas longtemps une vidéo de Guillaume Caïsac, qui est un Essénien. Alors c'est voilà, c'est une croyance. Je voilà, moi peu importe pour moi la croyance, si la personne elle est chrétienne, essénienne, bouddhiste, ou qu'elle a juste sa spiritualité propre, peu importe, moi ça ne me l'important pour moi c'est le message de la personne. Et cette personne, donc Guillaume Caïsac, je trouve qu'il a vraiment un discours très très juste. Et dans sa vidéo où il parle de 7 clés pour réveiller l'énergie, il y a un passage où il parle vraiment de d'où vient mon énergie, et où est-ce que je choisis de mettre mon énergie. Et si je ne suis pas reliée en fait à ce qui est juste pour moi, à mon ancrage, voilà, à mon âme quelque part, je ne suis pas reliée à l'énergie de la terre, je ne suis pas reliée à l'énergie du ciel. Et je vais donner mon énergie dans des activités, dans des choses, et je vais déployer mon énergie pour des raisons qui sont pas forcément très justes ou très saines. En tout cas, durablement. Et en fait, tant qu'on n'est pas revenu à ça, dans quoi je mets mon énergie? Et d'où ça me vient en fait? D'où part mon intention quand je fais tel ou tel projet, telle ou telle action, tel ou tel... voilà, tout ce que je peux... tout ce dans quoi je mets mon énergie en fait. Tant que je ne me suis pas posé cette question-là, au final, je suis pas capable de modifier comment dire, toute ma vision de la vie, tout mon paradigme en fait. Et ben oui, je vais peut-être prendre une huile essentielle à un moment donné, mais en fait, bon, ça va pas trop me parler parce que je n'ai pas vraiment saisi le sens. En fait, l'huile essentielle, c'est l'essence de la plante. La plante, elle a été mise sur terre, elle est venue pousser dans l'herbe, des fois même dans notre jardin. Donc il y a toute une théorie aussi autour du fait que les plantes qui viennent pousser dans ton jardin, à toi, en fait, elles sont attirées par ton énergie, et que quelque part, elles viennent répondre à un besoin. Et que peut-être ben, les plantes dont on a le plus besoin, c'est celles qui sont dans notre jardin. Alors, ça ne vaut pas pour toutes les plantes, parce qu'il y a aussi des plantes qui sont des poisons. Après, ça, c'est peut-être pas à prendre au premier degré, mais il y a vraiment ce lien, la science c'est super, mais il y a ce lien direct avec son ressenti, avec la plante. Moi j'adore les huiles essentielles, j'adore leur odeur, parce que c'est vraiment l'essence de la nature que je retrouve dans un flacon. Et la plante, elle me transmet son énergie. C'est chamanique quelque part. Je me prétends pas être un chaman, mais c'est vraiment retrouver le lien direct avec qu'est-ce qu'elle t'apporte comme énergie, la plante. Et l'énergie de la plante, c'est comme l'énergie de ton chat ou l'énergie d'un enfant. En fait, c'est une énergie qui est
comme dit aussi Guillaume Cahuzac, c'est l'enfant, l'animal et la plante, ils sont à leur 100%. Et il explique que ben, nous, enfin, les êtres humains, et surtout quand on évolue dans cette société, souvent on s'enferme dans un 3%, où on est beaucoup centré sur notre image, sur ce que vont penser les autres, pour nous rassurer, jouer un rôle pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, et au final, il n'y a pas de place pour l'âme, il n'y a pas de place pour le cœur, il n'y a pas de place pour les tripes. Et au final, ça vit pas vraiment, quoi. Euh, et c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'on a besoin de s'entourer de plantes, d'animaux, d'enfants, de personnes, enfin, d'êtres, en fait, qui sont dans leur 100%. Eux, ils vont pas se poser la question. Ils vont pas tomber dans des pièges que nous, adultes humains, on est capable de tomber dans plein de pièges, de faire des choses, de se trahir nous-mêmes, de trahir enfin voilà, vraiment le chemin qu'on a choisi pour notre âme, pour se rassurer, pour plaire, pour faire plaisir. Alors, je dis pas que c'est pas bien de plaire, je dis pas que c'est pas bien de faire plaisir, mais quand on bâtit toute sa vie, ses choix de vie sur ça, quelque part, il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines, ça respire pas vraiment. Et c'est ça. Et pour en revenir aux glandes surrénales, parce que c'est le sujet de départ, mais intelligence, ça veut dire faire des liens. Moi, je suis vraiment... L'intelligence, c'est faire des liens. Et pour moi, tout ça, il y a vraiment des liens. Donc, les glandes surrénales, c'est aussi dans notre vie, dans nos vies actuelles, si on écoute les discours formatés, on devrait pouvoir, comme un robot, finalement, ne jamais flancher, toujours être à notre 100% d'énergie pour donner notre énergie pour une entreprise, pour la société, pour jouer un rôle bien défini. Et il n'y a pas de temps pour la respiration. La respiration, c'est j'inspire, je me remplis, j'expire, je me vide. On est dans un monde où il n'y a plus de place pour les vides. Alors enfin, je suis la première à avoir beaucoup de mal avec le vide. J'ai du mal avec le vide. J'arrive pas, c'est compliqué pour moi. Mais au final, quand j'ai essayé moi d'apprivoiser mes vides, je me suis rendu compte que au final, il n'y a jamais vraiment de vide. Le vide, c'est beaucoup nos peurs, c'est beaucoup nos projections. Et au final, le vide, il est toujours rempli de plein de choses. Encore faut-il avoir les yeux pour voir et le cœur pour ressentir. Donc voilà, les surrénales, elles ont besoin de respiration. Elles ont besoin de revenir à notre rythme naturel. Comme le jour, au jour succède la nuit, à la nuit succède le jour, eh bien, on se remplit, il y a la lumière, on est dans l'action, et puis c'est la nuit, et on se vide, et il n'y a plus rien, et on a besoin en fait de ces deux mouvements, on en a besoin. Et les surrénales, bah, si on veut toujours gonfler à bloc, en fait, on n'est jamais dans le vide, on n'accueille jamais là le vide, qu'il soit physique, émotionnel, en termes d'activité, en termes de tout, en fait. Si on n'accueille pas le vide, ben en fait, fatalement, on arrive à un moment donné à un épuisement. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, je voulais parler aussi d'une expérience, parce que moi, j'aime bien aussi sensibiliser un petit peu au pouvoir du mouvement. Donc, pareil, en fait, je voudrais attirer l'attention sur le fait que dans beaucoup de civilisations, et je pense qu'on devait en avoir une aussi en Europe, chez les Celtes, il y a bien longtemps, mais il y avait une tradition du mouvement, de la posture, thérapeutique, énergétique. Euh, donc chez les Esséniens, en tout cas, il y en avait aussi, hein, ce que disait Guillaume Cahuzac. Et je pense qu'il y a beaucoup de traditions. Là, il nous vient encore jusqu'à nous les traditions chinoises. On voit hein, dans les parcs en Chine les gens qui font du tai chi, du qigong, donc ça, ce sont des pratiques énergétiques à base de mouvement. On vient mettre de l'énergie dans son corps, dans son mouvement. En Inde, on a le yoga. Il y en existe plein d'autres, je ne vais pas tout citer ici.
Mais ces traditions-là, en fait, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour se muscler. Alors ça en fait partie parce que se muscler c'est important aussi, mais c'est pour retrouver en fait la cohérence, l'équilibre de son corps et de son énergie. Yoga, ça veut dire l'unité. Unité sous-entendue du corps, de l'esprit, de mon âme, de qui je suis dans toutes mes dimensions. Et énergétique aussi. C'est aussi l'union du yin, du yang. Donc j'accueille toutes mes énergies, toutes mes ombres, toutes mes lumières et je l'assume et j'avance avec tout ce que je suis, avec toutes mes dimensions. Si je n'entretiens qu'une de mes dimensions, comme c'est beaucoup le cas actuellement, on a tendance à beaucoup entretenir le corps, le physique. C'est comme si notre nourriture, ben voilà, elle pouvait être vide de vie. La nourriture industrielle, c'est pas une nourriture vivante. Donc on nourrit le corps, on a des calories pour nourrir le corps, mais on ne nourrit plus son âme. Et on ne nourrit plus non plus. Alors les vitamines, du coup, elles sont séparées des aliments. On est obligé de les prendre en mode synthétique, mais elles ne s'intègrent pas du tout de la même manière dans le corps. Des fois même, elles viennent encrasser le corps. Donc en fait, un aliment, à la base, quand il est cultivé dans une terre de qualité, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour nous donner tous ces nutriments et les choses sont bien faites parce qu'en fait, tout est dans la nature. Alors le bon comme le moins bon aussi, mais normalement, un être humain, comment on faisait avant, comment faisaient les peuples pour connaître les bienfaits des plantes? Et il y avait toute une science, les plantes, mais les énergies aussi. Comment ils ont fait? Il, il y a forcément autre chose que la voie scientifique que j'adore. Moi, ça fait partie de, de ce que je vis, de cette, de ce qui nous est proposé dans cette étape d'évolution de l'humanité, et c'est super. Mais avant, pareil, la science elle allait de pair avec la philosophie. Et puis, la science était intégrée dans une manière de vivre le monde. Depuis peu, on a carrément éliminé les comités d'éthique pour les décisions scientifiques. Et ça date d'il n'y a pas très longtemps, peut-être 2017. Depuis un certain nombre d'années, ici, on ne trouve plus, il n'y a plus de réunions pour s'interroger sur l'éthique de telle ou telle démarche ou recherche scientifique ou produit qui est créé. Il y a même plus de comité d'éthique. Donc c'est même plus qu'il n'y a plus de philosophie, qu'il n'y a plus de lien entre la science et la philosophie, c'est que là il y a un vide quoi. Il y a un vide et c'est pas étonnant en fait que les humains ils se vident de leur substance parce que il y a peut-être des gens qui y trouvent leur compte, mais c'est pas possible. On peut pas séparer les choses comme ça. Alors, donc ce que je voulais dire, c'est que il y a donc une expérience qui a été faite en Inde sur les effets précis des pratiques de yoga. Et donc tout ça a été initié par alors Swami Anandanand. Swami, c'est un titre, c'est un peu l'équivalent des moines dans le système hindou, dans le système du yoga. Et donc, en collaboration avec le ministère de la Santé, il y a eu donc une expérience qui a été faite en collaboration entre un ashram, donc un centre de yoga, et un laboratoire, un hôpital et laboratoire scientifique, donc pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait telle et telle posture, quand on l'a fait une fois, quand on l'a fait tous les jours pendant un certain temps, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et du coup, ça a permis de proposer vraiment des séquences très très précises de telle et telle variante de posture de yoga, qui sont donc, je vous montre, c'est le livre que je lis le plus dans mon quotidien, donc j'ai beaucoup de petits papiers dedans pour marquer les pages. Prévenir et guérir par le yoga de Christine Campagnac-Morette.
Et donc, ouais, où cette dame, en fait, elle s'est retrouvée en Inde pour participer à ce projet-là. Et donc, elle a écrit un livre sur bah, toutes les séries de yoga. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de collaboration entre médecine ancestrale, le yoga, on peut parler d'une médecine quelque part, et la science actuelle. Et donc, ce monsieur Swami Anandanand, il s'est prêté au jeu. Et pour dire, voilà, moi, je suis pour transmettre tous ces savoirs ancestraux, et pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils soient aussi adaptés à l'humain actuel que nous sommes, avec nos défis de cette période de l'humanité. Et donc qui génèrent aussi des problèmes qui sont propres à notre époque. Donc, vous voyez, je trouve ça vraiment génial. Donc, en France, il y a quelques hôpitaux aussi qui intègrent un petit peu les méthodes naturelles. Il continue quand même à y en avoir une majorité qui sont réfractaires. Donc, quand il y a un blocage comme ça, quelque part, c'est qu'il y a un manque d'ouverture intellectuelle. On veut pas voir les limites de ce qu'on fait. On a peur de ne pas être reconnu. Donc, il faut absolument convaincre les gens qu'on tient la solution et puis, ben, les méthodes naturelles, il faut les dénigrer. Ça n'a aucune valeur. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que je vois bien qu'en fait, il y a quand même beaucoup de problèmes récurrents et qu'à un moment donné, moi, je pense aussi qu'il y a un sens. Les choses ont un sens. La maladie ou le mal-être ou le malaise, quand il apparaît pour quelque chose. Et quelque part, si on se demande, mais qu'est-ce que cette maladie vient m'apporter dans ma vie, et quelque part, quel bénéfice j'en ai, et qu'on détisse un petit peu le fil, eh bien, tout a un sens et finalement, tout est là pour nous faire grandir. Mais si je ne me pose pas cette question-là, c'est vrai que je ne vais pas au fond des choses et au final, je tiens pas vraiment je tire pas profit en fait de ce qui m'arrive. Donc voilà. Alors, je vais en venir maintenant que je vous ai parlé de tout ça. Donc, moi, je conseille à tout un chacun qui traverse une période de fatigue chronique de consulter un naturopathe pour faire un bilan de vitalité, pour cerner un petit peu là où ça pêche, et puis pour savoir aussi quelle nourriture pourrait être adaptée à votre profil, parce qu'on n'a pas tous besoin de manger pareil, on n'a pas tous besoin de vivre pareil, on est tous très différents. Donc un bilan de vitalité, ça permet aussi de sortir de « Ah tiens, j'ai lu dans un livre » ou bien sur Internet. Et encore une fois, moi aussi, je lis beaucoup sur Internet. Et quand on a trouvé un petit peu des critères pour reconnaître des informations fiables qui nous conviennent, c'est OK pour moi de lire sur Internet. Il y a vraiment des sites qui sont super bien faits. Mais je veux dire, ce sont des informations qui sont données pour tout le monde. Alors oui, telle plante, elle a tel effet, mais sur tel ou tel profil de personne, elle ne va pas réagir de la même manière. Donc, allez voir un naturopathe au moins une fois dans sa vie pour faire un bilan de vitalité, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, donc, je vais vous donner des généralités sur des manières de relancer l'énergie des surrénales. Encore une fois, ne prenez pas tout ça pour argent comptant, faites vos expériences, voyez ce que ça fait sur vous. Et ne faites pas l'impasse d'une consultation où la personne pourra vraiment, le thérapeute pourra vraiment vous parler de vos besoins propres, d'accord? Pour pas faire de bêtises. Donc, comment régénérer les surrénales? Déjà, on l'a dit, respecter les respirations de la vie, respecter les temps de repos, apprendre à apprivoiser les vides. Ça ne veut pas dire que passer toute sa vie assis à attendre que ça se passe, mais réapprendre la patience, réapprendre que la vie, nos activités, nos projets, nos relations, tout en fait a un rythme
et que si on passe notre temps à forcer les choses pour obtenir un objectif, pour atteindre un objectif, en fait, les choses doivent se faire naturellement. Il y a des choses où il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça se fasse. Et à un moment donné, il y a un moment donné où quand on a mis beaucoup d'énergie, bah, faut accepter de lâcher prise et de lâcher prise en tout cas sur le résultat et d'observer tout ce que nous n'avons pas sous notre contrôle et tout ce qui appartient à plus grand que soi et se dire ok bon bah là je contrôle plus, j'ai pas la main là-dessus donc moi j'ai mis toute l'énergie que je pouvais et j'accepte la respiration. J'accepte la respiration et redonner du sens. Les burn-out, c'est beaucoup perte de sens et puis aussi ne pas savoir demander de l'aide, ne pas connaître nos limites, ne pas avoir fait l'impasse de se demander où je mets mon énergie. Si je mets mon énergie dans une société, une entreprise, une institution qui n'a pas de sens pour moi, à un moment donné, ça va m'épuiser. Je vais être en mode robot. Donc retrouver voilà, mon ancrage. Apprendre à se reposer. Alors, ça ne veut pas dire uniquement faire des siestes, s'allonger. C'est pas que ça. C'est que des fois, on s'accorde un temps de repos et en fait, dans la tête, on n'est pas du tout en repos. Et apprendre à prendre conscience de tous les mécanismes qui font que le petit vélo, il continue à tourner dans la tête. Et en fait, accepter les vides. On en revient là encore. Donc, apprendre à avoir des repos récupérateurs. Donc, ça peut passer par la méditation. Moi, la méditation, je ne la conseille pas à tout le monde. Elle n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde, hein. Faire le vide comme ça, moi, je sais que pour moi, ça ne marche pas. Mais ça va passer par les postures de yoga, par le mouvement, par refaire des activités qui vous plaisent, dans lesquelles vous vous trouvez dans un état de flow, le flow en anglais. État de flow, ça veut dire on regarde plus sa montre, on est dans un état de bien-être. En fait, la respiration, elle revient naturellement. Euh, Notre corps, il se met à fabriquer forcément des endorphines, etc. Parce qu'on est bien, en fait. Et ça, c'est naturel. Il n'y a pas besoin forcément de médicaments pour le faire, pour y arriver. Donc voilà, apprendre à vraiment accepter ces moments aussi où on est seul, accepter ces moments où on va se connecter tout simplement, bah, peut-être à la nature, ou peut-être voilà, se connecter à la vie d'une manière différente. C'est beaucoup ça, quoi. Ensuite, de manière plus concrète, on va dire, pour moi tout ça c'est hyper concret, mais de ce qu'on peut appeler des modes d'emploi, on va pouvoir utiliser. Donc, c'est toujours un petit peu les mêmes conseils que pour la thyroïde, parce que les surrénales sont toujours des glandes endocrines. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des plantes qui vont agir sur le système endocrinien dans sa globalité pour le rééquilibrer. Pas dans un sens, pas dans un autre, pas pour faire plus de T4 ou plus de TSH ou plus de cortisol ou plus de sérotonine, mais vraiment que ce soit un équilibre. Donc les plantes adaptogènes, on en revient toujours là. Bourgeon de cassis, donc la gémothérapie, bourgeon de cassis. Il y en a d'autres, si on veut, en fonction de l'étape dans laquelle on est, c'est important de définir dans quelle étape on est dans la fatigue. Si on arrive dans le burn-out, où on est vraiment à plat, bourgeon de cassis, c'est la meilleure plante. Quand on est dans un état où on a encore, donc pour ça, on peut faire un test salivaire pour voir notre taux de cortisol. Si on vérifie notre taux de cortisol dans la salive, c'est important de le faire à plusieurs moments de la journée pour voir comment se fait notre cycle du cortisol. Puisque à la base, normalement, le cortisol, le corps, il est censé fabriquer beaucoup de cortisol le matin pour qu'on se réveille, pour qu'on soit en forme, beaucoup moins le soir. Et puis dans la journée, il est censé aussi avoir des petites variations. Donc si je contrôle mon taux de cortisol qu'à un moment de la journée, je ne vais pas pouvoir savoir comment ça évolue dans la journée. D'accord? Donc si mon cortisol il est à fond du matin au soir, bah, ça veut dire des choses.
S'il est en baisse à certains moments, mais c'est pas les bons moments, vous voyez, ça vient dire d'autres choses aussi. Donc, vérifier mon taux de cortisol à travers la salive, mais à différents moments de la journée. On peut aussi, dans certains cas, vérifier la DHEA, qui est aussi une hormone qui est fabriquée par les surrénales. Donc, quand on est vraiment en burn-out, phase bien atteinte. Sinon, quand on est dans des phases un peu intermédiaires, on est fatigué, mais on n'est pas encore à bout, on va pouvoir prendre des plantes adaptogènes type rhodiola, reishi, champignons polypores, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, et j'en reparlerai tout le temps parce que pour moi, c'est vraiment des plantes qui agissent globalement, voyez. Et c'est pas une plante comme le café qui va forcer les surrénales, elle va les enraciner, elle va les nourrir profondément. Pas du tout le même effet. Rhodiola, reishi, l'huile de nigel, toujours. Dans les huiles essentielles, on va pouvoir se faire des massages régénérants des surrénales, donc tous les matins. On peut choisir différentes huiles. Donc, quand les surrénales sont vraiment à plat, qu'on n'a plus de cortisol, qu'elles fabriquent plus de cortisol, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles type épinette noire, pin sylvestre ou maritime. Il en existe d'autres, donc le génévrier aussi qui peut être intéressant. Choisissez un petit peu ce qui vous convient le mieux. On va mettre 1 ou 2 gouttes mélangées à un peu d'huile végétale et on va masser donc les surrénales. Les surrénales, pour les trouver, on va aller au niveau de la taille et ça va être juste un peu au-dessus de la taille. C'est pas vraiment les lombaires bas du dos, c'est un peu au-dessus de la taille. Donc on va venir masser ici, faire pénétrer l'huile essentielle avec l'huile végétale dans le bas du dos tous les matins. On va pouvoir tapoter aussi le bas du dos et les surrénales tous les matins pendant plus ou moins 30-40 secondes. Ça va vraiment lancer l'énergie. L'huile essentielle de basilic, alors quand on est vraiment dans la phase d'épuisement, huile essentielle de basilic, toujours mélangée avec de l'huile végétale. Et cette fois-ci, on va la mettre sur les avant-bras. Donc 2 gouttes, 1 à 2 gouttes avec de l'huile végétale et on va mettre sur les avant-bras 3 fois par jour. Ça va avoir un effet sur les surrénales aussi. Ensuite, moi j'utilise aussi dans les cas de grande fatigue comme ça la magnétothérapie, donc les aimants qui vont vraiment nous recharger. Donc on a des aimants, je vous l'ai déjà montré aussi, mais ça vaut aussi, hein. Donc qui font 3600 à 4200 Gauss. On pose la main droite sur le nord, la main gauche sur le sud et on fait ça pendant 20 minutes. On peut faire la même chose au niveau des pieds et on fait ça tous les jours et vraiment ça régénère. Aller régulièrement dans la nature, vraiment prendre contact avec la terre, avec les arbres, et particulièrement dans les zones où vous avez par exemple des cascades, des rivières où l'eau est vivante, où l'eau elle bouge. Ce sont des endroits où il y a beaucoup d'ions négatifs. Et donc les ions négatifs, ils vont avoir un effet aussi sur l'énergie du corps, sur l'électricité dans le corps. Les cures de magnésium vont être vraiment importantes. Par contre, il faut vraiment choisir le magnésium qui vous convient en fonction de vos fragilités digestives ou pas. Et également, c'est important de dépasser la dose de magnésium par rapport à ce qui est marqué sur la boîte. Puisque quand on est vraiment dans un épuisement, la dose thérapeutique qui va faire effet, ça va être à peu près 300 mg par jour. D'accord ? Donc, si vous prenez moins, en fait, ça ne va pas faire grand-chose forcément. Alors, un des magnésiums qui est le mieux toléré et le mieux assimilé tout en restant digeste, en ne perturbant pas la digestion, c'est le bisglycinate de magnésium. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire pour les surrénales. Alors, j'ai encore d'autres conseils. Je ne peux pas tout dire non plus là. Sur mon e-book où j'ai vraiment essayé de résumer un maximum de toutes les pratiques que moi j'ai pu essayer ou dont j'ai connaissance.
par rapport au surrénal, par rapport au burn-out. Donc ce e-book qui s'appelle donc Burn-out, épuisement, solution naturelle. Et vous pouvez donc voir le lien sur le descriptif de la vidéo en dessous si vous souhaitez le commander. Voilà, et j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir dans ce travail ou si ça vous intéresse ce que je raconte, n'hésitez pas à le manifester, à liker, à faire des commentaires parce que c'est ça aussi qui fait vivre une chaîne. Et si moi, je connais un petit peu les attentes de mon public, mon petit public sur YouTube, c'est quand même ça aussi Internet, et ça, c'est quand même chouette. Ben, je pourrais faire des vidéos, et moi, j'adore faire des recherches, compléter mes recherches sur ces sujets. Et vraiment, ça me tient à cœur de communiquer sur tout ça, parce que, voilà, des fois, juste un mode d'emploi, juste dire, tiens, il faut que tu fasses ça, ça, ça. En fait, ça va pas faire ce travail en profondeur sur d'où vient le mal, d'où vient le problème et comment le résoudre en le prenant vraiment à sa racine. Et pour ça, c'est tout de notre paradigme, nos croyances qui sont à remettre au goût du jour. Donc, c'est un petit peu l'objet de ma démarche. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.